Bon, maintenant qu'on comprend un peu mieux le contexte de l'après-Deuxième Guerre mondiale, c'est maintenant le temps de parler de l'Union nationale en tant que telle, donc de parler de ce parti-là qui va dominer la période sur le plan politique. Donc, l'Union nationale revient au pouvoir en 1944 et va demeurer au pouvoir jusqu'en 1960. Maurice Duplessis, lui, va être là de 1944 jusqu'à 59, jusqu'à sa mort. Donc, première chose à se poser, la première question à se poser, c'est qu'est-ce qui fait la force de l'Union nationale? On sait qu'ils avaient été élus de façon importante en 1936, rebattus en 1939, mais là, qu'est-ce qui fait que l'Union nationale, où l'Union nationale va-t-elle chercher toute sa force? Premier élément qu'il faut regarder, c'est que l'Union nationale compte sur 4 appuis indéfectibles dans la population québécoise. Premièrement, ben, l'appui du clergé. C'est l'Union nationale. Maurice Duplessis, d'une certaine manière, fait le jeu du clergé. Maurice Duplessis dit toutes les bonnes choses. Maurice Duplessis défend les bonnes valeurs, la foi, la vocation catholique, continue à donner beaucoup d'importance à l'élément rural. Donc, tous des thèmes qui sont au cœur de l'Église. Donc, l'Église, le clergé de façon officielle, le clergé appuie l'Union nationale. Donc, ça, c'est déjà un appui fort important. Le deuxième appui, c'est le monde rural. Le monde rural adore Maurice Duplessis. Maurice Duplessis continue d'accorder une grande importance au monde rural. Maurice Duplessis, pendant son premier mandat, va créer le Crédit agricole qui va permettre à plusieurs agriculteurs d'avoir accès à des prêts afin de se moderniser. Pendant son premier mandat, en 1937, Maurice Duplessis va accorder davantage de fonds pour développer la colonisation. On l'a vu dans la capsule précédente. En 1945, Maurice Duplessis crée, son gouvernement crée l'Office de l'électrification rurale qui va aider énormément le développement, la modernisation justement des fermes québécoises. Donc, dans les campagnes, l'appui est massif derrière Duplessis. Et là, évidemment, il y a un élément stratégique pour Duplessis de maintenir cette relation étroite avec le monde rural. Et c'est quoi? Ben, c'est que le monde rural est encore, en fait, euh, un poids énorme dans la carte électorale. Un poids énorme. Pourquoi? Ben parce qu'on n'a pas nécessairement redessiné la carte électorale du Québec depuis 1867. À cette époque-là, l'immense majorité de la population vivait à la campagne et le découpage de la carte électorale, les comtés électoraux représentaient cette situation-là. Or, on le sait, le Québec, maintenant, après la Deuxième Guerre mondiale, est vraiment majoritairement urbain. Or, on a très peu changé la carte électorale québécoise, de telle sorte que les comtés ruraux ont un poids disproportionné. Dans certains comtés ruraux, on peut compter jusqu'à 7-8 000 électeurs, alors que dans certains comtés montréalais, on peut en compter jusqu'à 100 000. Alors, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que le poids, le poids d'un vote rural, il est beaucoup plus important. Et pendant tout son passage au pouvoir, Duplessis va cultiver justement cette relation étroite avec le monde rural et ça va lui permettre de gagner justement ses élections haut la main. Le troisième appui de taille, c'est le monde des affaires. Le monde des affaires adore la façon de procéder de Maurice Duplessis. C'est probablement le dernier endroit en Amérique du Nord ou peut-être même dans le monde occidental, un dernier endroit où on pratique un libéralisme économique vraiment, à la limite, on pourrait dire dépassé, mais un libéralisme économique tel qu'on le voyait à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Dans la mentalité de Maurice Duplessis, l'État n'est pas là pour créer des emplois, c'est bien l'entreprise privée qui est là pour le faire et les gouvernements doivent tout faire pour attirer des investisseurs au Québec. Donc ça, l'entreprise privée va appuyer le gouvernement Duplessis, notamment en finançant son parti. Le dernier appui de taille, ben, ce sont tous les nationalistes de tout crin qui aiment bien les gestes posés par Maurice Duplessis, parce qu'il se pose comme le défenseur des valeurs canadiennes françaises, il se pose comme le défenseur de la foi, il se pose comme le défenseur du monde rural, donc autrement dit, il se pose comme le défenseur de tout ce qui fait des Canadiens français. Donc, les milieux nationalistes ont tendance à appuyer Maurice Duplessis. Alors, avec ces quatre appuis-là, bien évidemment, ça va permettre justement à l'Union nationale de dominer sur le plan aux élections. L'autre chose aussi qui est importante à mentionner, c'est que l'Union nationale est un parti riche. Donc, comme je l'ai dit, financé largement par des entreprises privées, souvent étrangères, ce qui n'était pas interdit nécessairement à l'époque. Mais surtout, c'est qu'on va institutionnaliser une pratique qui existe depuis
le début de l'histoire du Québec, mais on va vraiment institutionnaliser la pratique. C'est-à-dire que le gouvernement du Québec va donner, pendant toute cette période-là, va donner énormément de contrats à des petites entreprises privées, souvent gérées par des Canadiens français. Je pense ici, par exemple, à des contrats de construction de routes ou de contrats de construction de ponts ou d'écoles ou d'hôpitaux. Donc, des contrats donnés par le gouvernement à des entrepreneurs. Or, chaque entrepreneur qui reçoit un contrat du gouvernement et qui souhaite continuer à recevoir des contrats du gouvernement devra verser un montant de 10 de la valeur du contrat à l'Union nationale. Donc, c'est l'Union nationale qui se finance à même les fonds de l'État. Et si je veux continuer à recevoir de la business du gouvernement, je vais payer le 10 que je vais aller porter personnellement au bureau de l'Union nationale à Québec. Donc, c'est un système ingénieux. Comme je dis, ce n'est pas un système qui est nécessairement nouveau, mais on va institutionnaliser ce 10 %-là. Évidemment qu'aujourd'hui, ce serait complètement interdit. À l'époque, ce ne l'était pas, mais c'était, bon, évidemment, une pratique qu'on pourrait dire immorale, mais on va vraiment fonctionner comme ça. Donc, quand arrivent les élections, l'Union nationale ne manque pas de fonds pour justement faire de la publicité et passer son message. Bon, fait qu'essayons de définir c'est quoi la pensée de Maurice Duplessis. Ben, c'est vraiment une façon, on dirait peut-être un peu dépassée pour l'époque déjà de faire de la politique comme ça. Donc, c'est vraiment une politique à l'ancienne, c'est vraiment une politique de contact. Maurice Duplessis, on le voit très bien sur la photo, il passe des heures au téléphone à chaque jour à parler à des gens de partout au Québec. Donc, il y a ce contact personnel-là. Et surtout, Duplessis se présente comme le père des Québécois. Curieusement, cet homme qui n'a jamais été marié, qui n'a jamais eu d'enfant, ben, il fait figure de il fait vraiment la figure du père de famille. Donc, au Québec, on aime encore ça. C'est réconfortant à l'époque, d'une certaine manière, d'avoir ce paternalisme-là. Duplessis, bien évidemment, c'est une forme de populisme. Donc, c'est un discours qui est là pour grandir son parti et rabaisser les autres. Donc, c'est vraiment, là, c'est vraiment une façon dépassée de faire de la politique, mais au Québec, ça semble fonctionner. On va présenter souvent Maurice Duplessis comme étant une espèce de philanthrope, c'est-à-dire c'est celui qui va, parce qu'il est le chef de l'État québécois et qu'il peut accorder des contrats de toutes sortes, il va aider les petites entreprises canadiennes françaises, donc que ce soit, comme, comme les exemples que je donnais, que ce soit des entreprises de construction, que ce soit des entreprises qui fournissent du matériel de bureau au gouvernement. Donc, Maurice Duplessis, il est perçu comme quelqu'un qui va profiter justement du fait qu'il est en position d'autorité pour aider les siens. La pensée duplessiste et de l'Union nationale, c'est un nationalisme largement défensif, c'est-à-dire un nationalisme où on défend les langues, la foi, les lois, les traditions françaises. Donc, c'est carrément ça. C'est pas un nationalisme ouvert sur le monde. Non, non, non. C'est quelque chose de défensif. Et là, un geste vraiment spectaculaire posé par le gouvernement Duplessis en 1948, c'est par exemple l'adoption du drapeau québécois. Et ça va faire plaisir aux Québécois. Au lieu d'avoir justement une portion de drapeau britannique sur un drapeau, le drapeau représentant notre province, Duplessis dote le Québec d'un drapeau qui est représentatif du Québec de l'époque. Donc, si on le regarde comme il faut, ce drapeau-là, c'est une croix blanche sur un fond azur. Donc, des deux couleurs qui sont largement associées à la tradition française, voire même à la royauté française. Et c'est la même chose avec le fleur de lys. Donc, c'est un geste vraiment spectaculaire et c'est un geste qui plaît aux nationalistes, un geste qui plaît aux Canadiens français. Et électoralement, ben, je pense que ça rapporte aussi. Maurice Duplessis, sa pensée profonde, ben, c'est celle de la défense de l'autonomie provinciale. Pour lui, le Canada, quand il a été créé en 1867, on avait séparé des pouvoirs entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. Et les gouvernements provinciaux ont des champs de compétences. Je les rappelle, en gros, la santé, l'éducation, donc, des domaines que Duplessis laisse carrément entre les mains du clergé. Exploitation des richesses naturelles, c'est un domaine de compétence provinciale. Donc, finalement, lui, Duplessis, c'est vraiment le respect des règles établies dans 1867. Comme par exemple, il va refuser que le Québec participe après la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, le gouvernement du Canada avait mis sur pied un programme de subvention aux universités canadiennes. Les universités canadiennes avaient grand besoin d'argent, le gouvernement fédéral avait de l'argent, veut donner de l'argent aux universités canadiennes. Duplessis va refuser aux universités québécoises de recevoir ces montants d'argent-là, jugeant que c'était une intrusion du gouvernement fédéral dans des affaires provinciales. La même chose quand le gouvernement fédéral met sur pied un programme d'assurance hospitalisation durant les années 50, le gouvernement du Québec refuse d'y participer, considérant que
considérant que c'est une incursion, encore une fois, du gouvernement fédéral dans les affaires provinciales. Il va mettre sur pied une commission, la commission Tremblay, qui est supposée regarder d'une certaine façon les relations entre le gouvernement du Québec et du Canada, le partage des pouvoirs. Et c'est une commission qui va fortement recommander que le gouvernement du Québec maintienne sa position d'une certaine façon de défendre les compétences provinciales. Euh, Maurice Duplessis, en ce sens aussi, va créer un impôt. Maurice Duplessis n'acceptera jamais, jamais, jamais que le gouvernement du Québec ait cédé le pouvoir d'imposer le revenu des individus au gouvernement du Canada. Donc, on reproche ça au gouvernement Godbout qui avait posé ce geste-là durant la Deuxième Guerre mondiale. Maurice Duplessis, par conséquent, va créer un impôt provincial. C'est une espèce de geste d'affront d'une certaine façon au début des années 1950. Pour lui, c'est une question d'autonomie. Le gouvernement du Québec ne devrait pas avoir à attendre au gouvernement fédéral pour verser de l'argent qui appartient aux Québécois. Donc, créer un impôt provincial et au terme d'une série de négociations, le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada vont s'entendre, c'est autour de 1954. Et à partir de ce moment-là, et c'est encore vrai aujourd'hui, les Québécois sont les seuls à faire deux rapports d'impôts. Donc, les Québécois paient une partie de leurs impôts à Québec et une partie de leurs impôts à Ottawa. Ils payent essentiellement la même proportion d'impôts que n'importe où ailleurs au Canada, sauf qu'on en paye un peu moins au gouvernement fédéral et on en paye pour donner justement cette portion-là au gouvernement du Québec. Donc, c'est ce genre de discours-là, justement, qui plaît bien aux Québécois. Duplessis semble être celui qui défend les intérêts du Québec. Pour le régime du Plessis, la loi, le respect de la loi et l'ordre, donc établi par Dieu, c'est quelque chose de très important. Maintenir la loi et l'ordre, ben, c'est pourquoi? Ben, parce que c'est créer un environnement propice pour pouvoir inviter des investisseurs étrangers à venir au Québec. Et donc, respect de la loi et l'ordre, ben, il faut s'entendre ici, essayer de tout faire pour briser justement les syndicats qui, eux, peuvent potentiellement, comme le dirait Duplessis, peuvent potentiellement faire en sorte que des compagnies ne viendront pas investir ici au Québec. Donc, l'antisyndicalisme, ça fait partie justement du gouvernement du Plessis. Et donc, dans une prochaine capsule, on en reparlera de ça, de voir justement comment le gouvernement du Québec utilise sa force armée, c'est-à-dire la police provinciale, afin d'aller briser des grèves ou mater des lignes de piquetage. Donc, ça se résume à ça. Donc, c'est un rôle limité de l'État. Donc, essentiellement, c'est une expression chère à Duplessis, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. L'idée, c'est de justement fonctionner, créer, développer économiquement le Québec en invitant des entreprises étrangères, l'entreprise privée à créer des emplois, donc, et que le gouvernement est là pour aider ces entreprises privées. Donc, tout ça, ça va se traduire comment? Bien, ça va se traduire par une domination sur le plan politique de l'Union nationale. Bon, évidemment, sur le plan des votes exprimés, des pourcentages de vote, on voit que pendant toute la période du Plessis, le Parti libéral récolte quand même entre 35 et 45 du vote à chaque élection. Donc, ça veut dire qu'il y a encore des partisans du Parti libéral, mais ça veut surtout dire, et ça je rappelle ce que je disais tout à l'heure, c'est la distorsion de la carte électorale. La carte électorale n'a pas été ajustée à la réalité d'un Québec urbain. Donc, ce vote-là, en fait, ce pourcentage de vote, qui est toujours à l'avantage de l'Union nationale, à part peut-être en 1944, mais ce pourcentage de vote-là, il n'est pas exprimé de la même manière quand on parle des sièges obtenus aux élections. Alors là, l'Union nationale a un avantage considérable. Quand on considère l'élection de 1948 où le Parti libéral sort avec 8 députés seulement, mais je le rappelle, avec 35 du vote, ça nous montre bien que la carte électorale du Québec, elle n'est pas ajustée à la réalité urbaine. Donc, Duplessis domine la période, son discours plaît aux Québécois, mais ce qu'il faut toujours se souvenir, c'est qu'il y a quand même une portion de plus en plus grande de Québécois qui vont remettre en question qui vont remettre en question ce pouvoir-là de Maurice Duplessis, et ça fera l'objet justement de la prochaine capsule. On va parler des forces de changement au Québec durant les années 40 et 50.